Bien, nous allons reprendre nos travaux. Je salue Madame Élodie Jacquier-Laforge, députée de la 9e circonscription de l'Isère, qui nous a rejoints. Merci d'être parmi nous. Cette deuxième partie donc s'intitule Respect de la présomption d'innocence, tous présumés coupables. Comment finalement on a dangereusement glissé du respect de la présomption d'innocence à un tous présumés coupables. Là encore, il y a très nettement eu un avant, après Outreau. Donc Outreau, pour rappel, cette affaire d'abus sexuels sur mineurs concernait des faits qui se sont déroulés entre 1997 et 2000. Elle a donné lieu à plusieurs procès entre 2004 et 2015 et elle a marqué les esprits à bien des égards par le nombre d'accusés, le nombre de victimes, par son traitement médiatique, par les dysfonctionnements de l'institution judiciaire qu'elle a révélés. On va y revenir longuement avec nos intervenants. Et nous allons maintenant accueillir un des protagonistes qu'on a vu d'ailleurs dans ce document que vous venez de découvrir. Il s'agit du bâtonnier Hubert Delarue. Il était l'avocat de l'un des prévenus acquittés lors du procès d'Outreau. Et nous allons tenter de comprendre avec lui aujourd'hui comment a-t-on pu en arriver là. Merci d'accueillir le bâtonnier Hubert Delarue. Bonjour à tous et merci d'avoir invité l'avocat honoraire, Monsieur le bâtonnier Francis Lec, avec lequel nous avons, par le passé, partagé tant de combats. Mesdames et messieurs, je revois avec beaucoup d'émotion ces quelques instants qui rappellent ce combat judiciaire démarré en 1999. Réalité, qui se terminera à la Cour d'appel de Paris, à la Cour d'assises de Paris, à la Cour d'appel de Paris en décembre de l'année 2005. Dans les minutes qui me sont accordées et que je ferai en sorte de ne pas dépasser, bien évidemment, je ne vais pas revenir sur l'ensemble de ce qui a été qualifié du sinistre, de cette sinistre affaire, de cette tragique affaire, pour l'ensemble de ces innocents qui totalisaient au moment du procès presque 25 années de détention provisoire pour rien, puisque 13 des 17 étaient innocents et que la justice a fini par le reconnaître. Outreau ainsi n'est pas une erreur judiciaire, puisque ceux qui devaient être condamnés l'ont été, ceux qui devaient être innocentés et acquittés l'ont été. Pour autant, ça reste un drame judiciaire absolument sans précédent, puisque la justice dans son ensemble, et de tous ceux qui l'ont accompagné, les avocats n'en sont d'ailleurs pas exclus, tout a disjoncté de la base au sommet, des premières enquêtes, du recueil de la parole de l'enfant jusqu'à la chambre criminelle de la Cour de cassation. Personne n'a vu, avant le procès de 2004, sauf peut-être quelques-uns, mais qui étaient à l'époque totalement inaudibles, qu'on se dirigeait vers un fiasco judiciaire et humain absolument sans précédent. Je préparais cette intervention puisque vous évoquiez la parole, l'enfant et la présomption d'innocence. Je ne reviens pas sur la parole, puisque tout ce que j'ai entendu ce matin est théoriquement vrai, théoriquement vrai. Je rappellerai simplement qu'il n'y avait pas de Salmélanie à Boulogne-sur-Mer en 2000, que les policiers qui s'y trouvaient n'avaient reçu absolument aucune formation et que le matériel pour enregistrer les enfants était totalement défectueux. Voilà. Mais s'il n'y avait eu, mesdames et messieurs, que cela,
peut-être aurions-nous évité ces 5 années de vicissitudes judiciaires et le drame qu'il a été à la fois pour les enfants qui ont effectivement été victimes et dont les auteurs ont été sévèrement condamnés, mais également pour tous ceux qui n'avaient rien à faire. Claude Lelièvre et Francis Lec, Francis avait eu la gentillesse de me donner il y a quelques années ce livre qui relatait en réalité déjà ce colloque de 2002, mesdames et messieurs, que vous aviez tenu, je ne sais pas si c'était dans cette salle ou ailleurs, mais aujourd'hui, il n'y a rien à retrancher, rien à ajouter de ce que disaient Francis Lec et Claude Lelièvre à l'époque. Nous sommes en 2019 et vous avez dit tout à l'heure, madame, qu'il y avait eu un avant et un après Outreau. Oui, ça n'est pas totalement faux, mais je dirais que les leçons d'Outreau, malheureusement, commencent sérieusement à s'estomper. Alors, on a fait un certain nombre d'efforts, mais la première chose que je voulais vous dire avant tout, c'est ce propos de Paul Bensoussan qui répète à l'envi, et si on ne pouvait retenir que cela, que la parole n'est jamais une preuve. La parole est un dire. Je dis, il dit, l'enfant dit, l'adulte dit. Bien. Mais ce qui a qualifié notamment Outreau et tant d'autres affaires avant et après Outreau, c'est au fond cette sacralisation de la parole qui fait que si l'enfant dit, et comme disait le juge Burgot, pourquoi voulez-vous qu'il mente? Puisqu'il le dit, c'est nécessairement vrai, c'est structurellement vrai, on ne peut pas contester. Et c'est après que Paul Bensoussan soit venu, et vous avez rappelé, Claude Lelièvre, la longue intervention qu'il avait faite en 2002, que celui-ci avait pu tenir ce propos iconoclaste, oui, l'enfant peut mentir. Mais, mesdames et messieurs, quand à Outreau, au procès de Saint-Omer, le bâtonnier Philippe Le Seine, à un moment, dit « ça suffit, l'enfant peut aussi mentir ». Mais c'est un tollé. C'est un tollé dans la salle. Le président est obligé de suspendre l'audience pendant 2 heures. Qu'a dit notre confrère? C'est terrifiant. Nous sommes à l'époque sous l'empire de la circulaire royale. Sera rattrapé il y a peu de temps par le sénateur Bas, la présomption de crédibilité, et avec M. Bas, la présomption de contrainte. On inverse encore, il y a quelques semaines, quelques mois, la présomption d'innocence de manière évidente, en ajoutant même dans les propos, eh bien, ce sera à l'accusé de prouver son innocence. Ce sont des propos tenus par ce sénateur à l'occasion de ses travaux. Nous sommes, mesdames et messieurs, en juillet 2018. C'est dire que si du chemin a été accompli et qu'à certains égards et devant certaines juridictions, la justice a été rendue de manière plus prudente et, comme disait un ancien premier président, les mains tremblantes, au respect des principes fondamentaux qui sont ceux de l'institution judiciaire et dont Outreau s'est évidemment affranchi. Et je dirais même qu'à chaque fois que la justice s'affranchit de ces principes, de la présomption d'innocence, j'y viens dans quelques secondes, mais également du bénéfice du doute qui doit profiter à celui qui est accusé, de la charge de la preuve qui appartient au ministère public, de la prudence qu'il convient d'observer dans la parole des uns ou des autres, à chaque fois que la justice s'éloigne des principes fondateurs qui sont les siens, alors elle prend le risque non seulement de porter atteinte à la présomption d'innocence, mais de commettre ce qu'il y a été de pire et ce qui a été sans doute le sens de mes combats et de tous les confrères qui sont dans cette salle, le risque terrifiant de l'erreur judiciaire. Alors, évidemment, et vous l'avez rappelé tout à l'heure, je n'y reviens pas, le dévoilement est capital, mais quand un enfant arrive chez les enquêteurs, ce n'est pas la première fois qu'il parle. Il a déjà parlé à ses parents,
qui ont été bouleversés par les propos tenus par cet enfant. Il a parlé à l'assistante familiale, il a parlé à la jeune femme qui vient garder de temps en temps l'enfant pendant que les parents sortent, il a parlé à l'enseignant, il a parlé à des camarades. Et en réalité, quand la parole arrive au commissariat de police, elle est déjà, ou en gendarmerie, bien souvent fixée. Alors on a fait des progrès, sans doute. C'était difficile, pardon du peu, de faire pire. On a fait des progrès. Pour autant, mesdames et messieurs, la route est encore extrêmement longue et les propositions de mon confrère Bruno tout à l'heure sont en tout point excellentes. Et à l'issue de ces travaux et des différentes interventions, vous serez bien sûr à même de faire, là encore, je pense, d'autres propositions qui, espérons-le, viendront en réalité conforter ce qui existe déjà. Il y a eu la commission, et André Valigny en parlera bien sûr cet après-midi. Mais je relisais dans les avant-propos qu'il tenait de la commission d'enquête les propos suivants. En France, bien souvent, les principes sont exemplaires. Bon. C'est ainsi que la présomption d'innocence, mesdames et messieurs, est inscrite en lettres d'or dans notre code de procédure pénale, qui dit également que la détention provisoire doit être l'exception et que la liberté reste la règle. Hélas, la réalité est parfois loin des principes et l'on sait que trop souvent, la présomption d'innocence cède le pas devant une présomption de culpabilité. Et je vous disais il y a quelques instants, soyez vigilants, car, sauf erreur de ma part, la loi qu'on nous annonçait, notamment à grand renfort de ministre, Mme Schiappa, évidemment, la présomption de contrainte, M. Bas, la charge de la preuve à l'accusé, il devra prouver son innocence, et tatati et tatata, eh bien, je peux vous dire que c'est extrêmement, extrêmement inquiétant. Alors après le dévoilement, évidemment, il y a tous les intervenants qui arrivent. Moi, s'il me l'avait demandé, mais dans un autre temps et dans un autre monde, j'aurais peut-être été, et s'il me l'avait bien sûr demandé, l'avocat du juge Burgot, parce qu'on a cristallisé sur celui-ci, évidemment, tout le malheur d'Outreau. Il en a une part, évidemment, conséquente, je ne vous dirai pas le contraire, mais tous les autres, combien il y a eu de magistrats, d'avocats, de gens de toutes sortes, d'experts, j'en dirai un mot dans quelques instants, qui ont accompagné le processus dit d'Outreau, qui n'ont rien vu, qui n'ont rien fait, qui n'ont, pardon du peu, rien compris à ce qui était malheureusement en train de se jouer, et qui, docilement, tout le monde est allé dans le même sens, mais il est vrai que la presse nous avait condamnés avant le procès de Saint-Omer, et la même d'ailleurs nous a acquittés avant le procès de Paris, qu'on prenne à cet égard qui pourra. Alors, il y a toute cette chaîne, et dedans, pardon du peu, les experts et les experts psychologues. Alors, la commission View, en 2007, avait regardé qu'est-ce qu'on pourrait faire, etc. Et on avait en filigrane indiqué est-ce qu'il est important qu'il y ait des psychologues. Il y en a une excellente dans cette salle, elle s'est exprimée tout à l'heure, mon ami Annie Verrier, mais elle vous a dit quand même en filigrane qu'il y a les vraies expertises et puis celles qu'on fait un peu à chaud, un peu rapidement, et qui ne sont pas de la même teneur, de la même qualité. C'est vrai. Mais aujourd'hui, il y a une corporation qui, personnellement, m'inquiète terriblement. C'est les psychologues victimologues. Alors, vous avez sur le papier en tête psychologue, victimologue. Alors là, je peux vous dire que cette confrérie-là est d'un danger absolu, car un confrère l'a dit tout à l'heure, ça va être Bruno, toutes les expertises, allez, 90% des expertises, qu'on parle de crédibilité, de fiabilité, enfin tout ce que vous voulez, bon, on habille les mots, évidemment, c'est tellement mieux, mais elles aboutissent toujours, je dirais, au même résultat, celui qui est là. Hein, vous avez parlé d'ailleurs de l'enfant, tout à l'heure, on aurait pu dire, l'enquêteur dit l'enfant et la personne soupçonnée ou la personne, etc. Non, on aurait pu dire l'enfant et l'adulte, l'enfant et l'adulte, l'enfant et l'adulte. Pas d'un côté l'enfant et de l'autre côté celui qui déjà est présenté plus ou moins comme le présumé agresseur ou comme l'agresseur. Alors, cette corporation-là
et d'une dangerosité. Je rappellerai qu'à Outreau, les experts psychiatres ne se sont pas trompés, pardon du peu, et que l'ensemble des psychologues, l'ensemble, il n'y a pas d'exception à la règle, sauf que quand le vent a tourné, de nouvelles expertises ordonnées en fin du procès de Saint-Omer à d'autres experts, ça veut dire tout compte fait, on avait bien dû se tromper. En effet, finalement, tous ceux qui étaient décrits comme des coupables, et des enfants avaient été abusés par tous ces gens-là, au fond ne l'étaient pas. Bon, le vent avait tourné, comme d'ailleurs le vent va tourner avec la presse. Bien. Mais j'attire votre attention sur ce point. Je pense que sur les psychologues, il serait peut-être nécessaire d'avoir un corps de psychologues, parce que le champ de leurs compétences est évidemment très important, qui soit peut-être plus spécialisé sur les procédures judiciaires, qui ne s'intitule pas victimologue parce que vous avez tout de suite compris dans quel sens ils vont se diriger, et qu'il y ait un encadrement qui soit plus conséquent. J'ajoute, et je termine sur ce point avant d'arriver à la présomption en quelques mots, mais c'est important, vous allez voir, qu'aujourd'hui, vous avez encore à la chancellerie des missions qu'on confie aux experts. On confie des missions. Bon. Alors, on va sur le registre du ministère de la Justice, expertise psychologique. Tape, et on a la mission. Alors, il y a une seule mission, et dans la mission, c'est noté, est-ce que la personne examinée est curable, réadaptable? Je rêve. Attendez, je défends ce type depuis 5 ans, il hurle son innocence, et vous allez demander au psychologue s'il est curable et réadaptable. Ça veut dire que c'est une violation manifeste de la présomption d'innocence parce qu'il est d'ores et déjà considéré par le juge qui signe l'ordonnance comme coupable et de savoir, grâce à l'art du psychologue, s'il va être curable, réadaptable, tout le boniment qui va autour. Bon. Eh bien, quand on s'interroge, le juge Penaud me dit « Je n'ai qu'un modèle. Excusez-moi, j'en ai pas 2, j'en ai qu'un. » Je lui dis « Écoutez, madame, va falloir changer le modèle, hein, vous allez la faire à la main, parce que votre expertise... » Et ça, c'est une avancée, pardon, mesdames et messieurs, de la loi qu'on a critiquée de 2007 de M. Clément. On a chanté, vous savez, c'est la petite loi de M. Clément. Bon. Mais la loi de Clément qui arrive en 2007, elle n'est pas parfaite, elle est très en deçà des espérances du corps judiciaire, des avocats, mais je le sais également de beaucoup de magistrats, mais elle a apporté un certain nombre de nouveautés, si je puis dire, dans le respect des droits de la défense et dans le respect du contradictoire, notamment s'agissant des expertises judiciaires, mais également d'autres éléments de la procédure sur lesquels, évidemment, je ne reviens pas à l'instant, mais qui a été un progrès, mais un progrès insuffisant. J'en arrive à la présomption d'innocence. La présomption d'innocence, il y a un magistrat qui s'appelle Daniel Stilinovic, qui, paraît-il, n'est plus dans la magistrature. Il a fait un livre. C'était dans l'affaire de Mourmelon. Il avait été inquiété pour je ne sais trop quoi, et il avait fait un livre qui s'appelait « Voyage au pays de la présomption d'innocence ». Et ça commençait comme ça. La présomption d'innocence n'est rien d'autre qu'un abus de langage. Voilà. Première phrase de ce magistrat. Alors, en plus, c'est un magistrat, donc il savait de quoi il parlait, puisqu'il avait été juge d'instruction, etc., etc. Et il faisait un réquisitoire, mesdames et messieurs, sur ce qu'il est convenu d'appeler la présomption d'innocence. Alors, la présomption d'innocence, vous l'avez rappelé ce matin, Monsieur le Président, l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'article 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article préliminaire du Code de procédure pénale. Il y a tout ce qu'il faut. Hein. Mais c'est un très joli mot dont je dis aujourd'hui qu'on se gargarise en permanence pour mieux s'en affranchir. La justice est devenue médiatique, vous êtes jugé, évidemment, avant d'être jugé ou condamné par le tribunal. Tout ça, les chaînes d'infos, enfin je passe, vous savez ça beaucoup mieux que moi. Elle est compassionnelle, évidemment, puisque parce qu'elle est compassionnelle, dès qu'un fait divers apparaît, évidemment, la victime ne peut être que la victime et le vilain ne peut être évidemment que coupable. Et cette présomption d'innocence devient violée en permanence. Vous avez tous les jours, vous avez un procès important. Le lendemain, vous avez, dans un quotidien du soir, tous les procès-verbaux
de la veille. Et on continue encore à vous dire que le secret de l'instruction existe. Mesdames et messieurs, j'affirme devant vous qu'il est mort et enterré depuis très longtemps. On peut s'en féliciter, on peut le regretter, mais il n'y a quasiment plus aucune poursuite à cet égard, et je l'ai su dans l'affaire dite du Carlton, où des journalistes avaient été même renvoyés devant le tribunal correctionnel par un juge d'instruction qui s'appelait M. Gentil, et qui ont tous été relaxés sans peine ni dépens, etc., alors que l'affaire du Carlton s'était étalée absolument dans toute la presse, dans tous les livres, en toute impunité, etc. Alors, c'est important, parce qu'on peut considérer que le secret de l'instruction protégeait, en quelque sorte, lorsqu'il était véritablement suivi des faits, il protégeait la présomption d'innocence, parce qu'on pouvait penser que dès lors qu'il y avait cette violation qui intervenait, il y avait une réponse pénale qui était susceptible d'intervenir et de faire en sorte que la présomption d'innocence soit non seulement sanctionnée, enfin qu'elle soit sanctionnée, qu'elle soit protégée, qu'elle soit sanctionnée. Secret de l'instruction n'existe plus, ne nous racontons pas d'histoire, il n'existe plus. Mais on continue à l'invoquer comme on continue à invoquer à tour de bras la présomption d'innocence. Alors, 3 remarques. D'abord, moi je vais vous tenir un propos iconoclaste. La présomption d'innocence, je n'ai jamais compris pourquoi elle s'appliquait à ceux qui revendiquent leur culpabilité. Le législateur est d'une générosité extraordinaire, il la donne à tout le monde. Il dit tout le monde. Il dit oui parce qu'il a tout reconnu. Il est coupable, mais on ne sait jamais ce qui pourrait arriver, comprenez, il faut le protéger quand même, parce que... Et moi j'ai des clients qui disent, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre de la présomption d'innocence? Je suis coupable. Je suis coupable. Bon, la presse a relevé que j'avais tué ma femme, c'est vrai, c'est pas contestable. Je ne l'aimais plus, j'avais une jeune maîtresse, je l'ai tuée, j'aurais pas dû, je suis coupable, je serais condamné. Mais je ne demande pas à bénéficier de la présomption d'innocence. Donc, il y a cette espèce d'ambiguïté qu'à force de vouloir la donner à tout le monde, mesdames et messieurs, on la donne à personne. On la donne à personne. Et moi, sur ce terrain, nos amis anglo-saxons, vous plaidez guilty or not guilty, plaidez coupable ou non coupable. Si vous plaidez coupable, vous pouvez avoir droit à une présomption d'innocence, enfin, raisonnable, il faut quand même être raisonnable. Et si vous plaidez non coupable, alors le respect de la présomption d'innocence doit être scrupuleux et total. Mais qu'est-ce qui se passe en réalité? En réalité, et j'avais noté que vous aviez évoqué Claude Lelièvre, je ne sais plus où je l'ai mis, mais si, vous l'avez dit. Vous l'avez dit en 2002, Claude Lelièvre. En 2002, la Cour d'appel de Paris, comme en pleine affaire d'Outreau, a embaumé l'article 9.1 du Code civil. Embaumé. Il est embaumé, c'est-à-dire il est mort, et on lui a mis les bandelettes. Voilà, exactement. Eh bien, c'est exactement ça. Il est embaumé, même avant 2002 d'ailleurs. Enfin bon, mettons-nous déjà sur 2002. Il est embaumé. Donc en 2019, il est toujours embaumé, parce qu'on a décidé de faire sanctionner des atteintes à la présomption d'innocence, évidemment, je ne dirais pas exclusivement, mais bien sûr en matière pénale, d'innocence pénale, par une disposition civile, dont tous ceux qui violent tous les jours la présomption d'innocence se moquent comme d'une guigne. D'abord parce que quand des sanctions sont prononcées, elles sont à ce point ridicules que pour les organes de presse, ça ne correspond à rien du tout. Et puis je dis à mes confrères, ils sont sans doute beaucoup plus talentueux que moi, j'ai essayé au moins 5 fois d'aller sur le terrain de la violation de la présomption d'innocence, je me suis fait rhabiller 5 fois. J'ai été sur le sur le terrain de la diffamation, je me suis fait rhabiller de la même façon. Pourquoi? Parce que déjà, on a trouvé le moyen, sur la présomption d'innocence et sur l'article 9, qui dit, écoutez bien, le fait de présenter publiquement comme coupable, avant condamnation irrévocable, une personne poursuivie pénalement serait constitutive d'une violation. Je relève, la mauvaise foi n'est pas une condition d'application de l'article 9. Ça commence bien. Il n'y a pas d'atteinte par l'écrit litigieux quand il n'y a pas de conclusion définitive. Il est coupable, mais on ne sait jamais. Donc, ça n'est pas définitif.
En conséquence de quoi, il y a un doute, il est coupable, il a fait ci, il a violé, il a fait... Mais, et ils terminent toujours leur article, attention, il y a la présomption d'innocence. Voilà. Après, pendant 50 lignes, avoir crucifié le kidam. Bien. Alors, la prescription, dépêchez-vous, hein. Dépêchez-vous. 3 mois. 3 mois. On a mis la prescription de la loi de 81, 1881, comme pour les atteintes à la presse, parce qu'il faut protéger la presse. Bon, très bien, je n'ai rien contre. Quand elle fait son travail comme il faut le faire, il n'y a pas de difficulté. Mais là, on a mis la courte prescription. M. Bâtonnier-Lec, il faudra que vous y regardiez à ça, à la prescription. Parce que la prescription de 3 mois, pardon du peu, hein. Bonjour. Donc, véritable parcours du combattant, contexte judiciaire de très grande subjectivité. Et puis alors, il y a tous les artifices. Oui, c'est vrai, mais il a employé le conditionnel. Ah oui, ah ben, c'est fait, bien sûr. Et alors, il l'a dit sur le ton interrogé. Finalement, est-il coupable de l'avoir tué, violé, massacré? Point d'interrogation. Ah ben, en effet, il y a un doute. Oui. Alors, bon, moi, je ne vous lirai pas les deux, j'en ai 10 de jugement. C'est inouï. C'est inouï. On ne peut pas gagner. On ne peut pas gagner. Voilà. Donc, moi, je vous dis aujourd'hui qu'en réalité, à la place qui est la mienne, peut-être de manière un peu polémique, la violation de la présomption d'innocence n'est pas sérieusement sanctionnée et seules des dispositions, si vous en êtes d'accord les uns et les autres, je ne sais pas, judiciaires contraignantes, ouvrant la voie à des sanctions pénales dissuasives, seraient susceptibles peut-être de freiner, voire de permettre que soient réparées et réprimées ces atteintes à la présomption d'innocence, dont vous avez rappelé, Claude Lelièvre, dans votre ouvrage, combien d'enseignants, je relève qu'il n'y a pas eu d'enseignants dans l'affaire d'Outreau. Bon, il y a eu un prêtre, une boulangère, un chauffeur de taxi, un huissier, etc. Enfin, tout un aéropage. Mais d'aucuns auraient dit, tiens, comme par hasard, etc. Vous voyez un peu, présomption d'innocence, comment les choses se déroulent, parce que tous ces enfants-là avaient été également, vous l'avez bien compris, scolarisés. Et comme à la fin de la procédure, il y en avait un qui accusait absolument tout le monde, vous savez, l'anecdote, son assistante n'osait plus l'envoyer au supermarché, parce qu'à chaque fois qu'elle le prenait sur le caddie, dans le supermarché, il disait, tu sais, Tata, il y a aussi lui, 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 il y a aussi lui. Donc, à la fin du compte, il y avait 250 personnes qui auraient dû être mises en examen. C'est pour ça que moi, je proposerai cela, et peut-être que vous aurez à y réfléchir, qu'on ait des sanctions beaucoup plus sévères, car qu'on arrête de se gargariser en permanence d'un principe sacré, et plusieurs enseignants sont décédés, je le rappelais dans votre ouvrage, se sont donné la mort dans des conditions dramatiques, parce qu'ils avaient été, avant tout jugement, présentés comme véritablement coupables de ce qui leur était reproché. Certains, c'est vrai, après coup, mais je parle de ceux qui sont restés vivants grâce à Dieu. Beaucoup ont été innocentés, peut-être que certains, à bon droit, ont été condamnés, mais je pense que le rapport et le ratio entre les violations de la présomption d'innocence et le caractère dramatique de ce que vous avez rappelé dans la profession qui est la vôtre mérite enfin que le législateur, au-delà des mots, s'attaque véritablement à cette affaire et sanctionne comme il se doit les violations permanentes et réitérées auxquelles nous assistons les uns et les autres tous les jours à la présomption d'innocence. Je vous remercie. Merci, Bâtonnier Hubert Delarue, avocat honoraire, pour cette brillante exposition. Je mesure la tâche ingrate que j'ai d'être la gardienne du temps quand on est aussi passionné dans son propos. Nous allons poursuivre cette réflexion sur les questions de présomption d'innocence avec Dominique Rimbourg, ancien président de la Commission des lois à l'Assemblée nationale. Merci de l'accueillir. Bonjour, plutôt bonjour, on n'est pas encore le soir, excusez-moi. Bonjour à tous, bonjour Monsieur le Président, bonjour Mesdames et Messieurs.
Quelques mots dans ce sujet important, puisque je suis, pas tout seul, mais je suis l'auteur de la loi du 14 avril 2016. Et vous m'avez demandé de réfléchir et de vous exposer comment cette loi avait été votée. La loi du 14 avril 2016, elle fait suite à un fait divers, à deux faits divers qui avaient défrayé à l'époque la chronique. Au cours du mois de mai 2015, un enseignant de Villefontaine dans l'Isère a été mis en examen pour des faits de viol sur ses élèves. Dans le même temps, un autre enseignant, professeur de sport, celui-ci, a été mis en examen à Orgères, en Ille-et-Vilaine, pour des faits de viol également sur ses élèves. Dans un cas comme dans l'autre, et notamment dans le cas de l'enseignant de Villefontaine, on s'est rendu compte qu'il avait déjà été condamné en 2008 pour détention d'images pédopornographiques. Évidemment, ça a causé un émoi extrêmement important, et un émoi très important du côté du ministère de l'Éducation nationale, à qui les parents d'élèves reprochaient avec beaucoup de vivacité une certaine désinvolture dans la gestion du personnel. On s'est rendu compte à cette occasion-là que s'il y avait une vérification du casier judiciaire à l'entrée dans la fonction, il n'y avait plus aucune vérification du casier judiciaire une fois que les gens étaient en place. Et qu'il n'y avait que peu de communication entre l'institution judiciaire d'un côté et puis de l'autre côté, l'éducation nationale. Pas que l'éducation nationale, mais ici, c'est, semble-t-il, ce qui vous concerne le plus. Donc, émoi important et difficulté, la ministre a été mise en cause, mise en difficulté, donc il fallait répondre à cette situation. Premier temps de la réponse, ça a été de reprendre la question des casiers judiciaires, et le ministère s'est lancé dans l'examen de la totalité des casiers judiciaires des 800 et quelques milliers d'enseignants, de ceux qui sont en contact avec les enfants. Cette vérification a commencé, elle s'est déroulée sur plusieurs années, mais dès le courant de l'année 2017, plus de 350 000 casiers judiciaires avaient été vérifiés, ce qui avait abouti à la mise en cause d'environ une trentaine de personnes, pour des cas qui n'étaient pas toujours des cas d'agression sur des mineurs, qui n'étaient pas non plus toujours des cas d'agression sexuelle. C'est dire à la fois la gravité des faits et la minceur statistique, c'est-à-dire que finalement, sur un tel corpus, sur une telle cohorte, il y avait assez peu de gens qui avaient été d'ores et déjà condamnés, mais ne serait-ce qu'un seul, ça aurait peut-être été de trop. Donc, premier temps de la réponse. Deuxième temps de la réponse, ça a été d'essayer de travailler la question de la transmission des informations dès l'ouverture de poursuites. Le projet de loi est arrivé sur le bureau de l'Assemblée et ce projet de loi ne nous convenait pas beaucoup au départ, parce que le projet de loi, dans sa version initiale, indiquait que la transmission d'informations devait intervenir dès l'ouverture de la garde à vue, c'est-à-dire avant la moindre vérification par l'enquête de police qui vient à l'appui d'une accusation, mais qui est essentielle, parce que tous ceux qui ont pratiqué ces procédures quelles qu'elles soient, savent très bien que ce n'est pas la parole de la victime, la parole de l'enfant qui suffit. Il faut que cette parole elle soit étayée par un certain nombre d'éléments autour, d'indices, de contradictions dans les explications du mis en cause. Eh bien, nécessairement, il ne pouvait pas avoir de transmission dès l'ouverture de la garde à vue avant le moindre travail policier. Donc, discussion assez vive avec le ministère, qui était extrêmement inquiet, discussions assez vives qui ont abouti à ce qu'on mette en place un système qui est le suivant. Le système, il a été mis en place et la transmission de l'information a lieu dans deux hypothèses. Dans une hypothèse, elle est obligatoire, dans une autre hypothèse, elle est facultative. C'est la même chose, mais il y a des fois où c'est obligatoire et d'autres fois où c'est facultatif. Le procureur de la République doit transmettre l'information lorsqu'il s'agit de faits qui sont des faits de nature sexuelle sur mineurs, et le procureur de la République a la possibilité, mais il n'est pas obligé, de transmettre l'information lorsque les faits poursuivis ne sont pas des faits de nature sexuelle. Donc, 3 cas de transmission d'information. Premier cas de transmission d'information, c'est dès l'instant où il y a une décision
de renvoi devant une juridiction, c'est-à-dire que soit le procureur ait décidé de convoquer l'intéressé devant le tribunal correctionnel, soit le juge d'instruction qui a été saisi ait décidé de le renvoyer par une ordonnance de renvoi, et là, le procureur a la possibilité de saisir l'administration concernée, l'éducation nationale, mais pas que. Il a la possibilité de saisir l'administration concernée en indiquant qu'il y a des poursuites et que ces poursuites sont suffisamment sérieuses pour qu'elles justifient la saisine du tribunal. Deuxième cas, c'est le cas d'une mise en examen. Ici encore, à l'issue de l'enquête pénale, le procureur estime qu'il est nécessaire de saisir un juge d'instruction pour aller plus loin et donc qu'il y a des indices qui permettent l'ouverture d'une instruction. Et lorsque l'intéressé est mis en examen, à ce moment-là, il a la possibilité et parfois le devoir d'aviser l'administration qui est concernée. Et troisième cas, le procureur a la possibilité ou le devoir de transmettre l'information selon laquelle une condamnation est intervenue, quand bien même cette condamnation ne serait pas une condamnation définitive. Voilà l'économie générale de la loi qui ne va pas sans poser de problème, mais on va y venir à l'analyse un peu critique de cette situation. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de façon critique? La première des choses, c'est que peut-être ne faut-il pas se focaliser sur la présomption d'innocence. C'est simplement la possibilité offerte de mettre en place des mesures conservatoires. Et des mesures conservatoires qui ne disent pas si l'intéressé est ou n'est pas coupable, mais qui disent qu'il y a un certain nombre de précautions à prendre eu égard aux accusations dont il fait l'objet, que ces accusations soient ou ne soient pas fondées. Deuxième observation, c'est que il y a... alors, je vais peut-être un peu vous désoler dans ce que je vais vous dire, mais du côté des enseignants, du côté de la fonction publique, il y a quand même une protection qui est une protection importante. C'est qu'il y a un régime disciplinaire et qu'il y a une possibilité de suspension et que qu'à l'issue de la suspension et qu'à l'issue des poursuites, finalement, il y a une décision de relax, d'acquittement ou une décision de classement sans suite, à ce moment-là, l'intéressé retrouve ses droits. Je sais pertinemment qu'il y a des discussions sur la façon dont la suspension est prononcée, dont l'intéressé recouvre ses droits, que peut-être on pourrait penser qu'on le déplace sans le suspendre. Ça, c'est tout à fait possible, mais c'était un autre champ de réflexion dans lequel on ne pouvait pas rentrer. Donc, mais quoi qu'il en soit, pour autant du côté de la fonction publique, il y a la protection du statut, autant la difficulté principale qui nous inquiétait énormément, c'est qu'il n'y a pas de protection d'un statut quelconque lorsqu'il s'agit d'un salarié de droit privé. Or, la transmission d'informations peut très bien concerner des moniteurs de colonies de vacances, des éducateurs qui dépendent d'associations privées, et dans cette hypothèse, je vois mal comment l'employeur ne peut pas ne pas licencier, et je vois mal comment ensuite, à l'issue d'une procédure qui déboucherait sur une décision de relax, d'acquittement ou de classement sans suite, l'intéressé peut contester le licenciement. Là, il y a quand même, subsiste une difficulté qui est une difficulté importante que nous n'avons pas pu résoudre. Il aurait fallu se lancer dans une réforme complète du droit du licenciement dans ces hypothèses particulières. Troisième observation, c'est que si l'on veut essayer de faire progresser un peu les choses, c'est que je crois qu'il est nécessaire de faire deux choses. La première, c'est de penser à un débat contradictoire entre le procureur qui signale et l'intéressé, de façon à ce que celui-ci puisse faire valoir la nature exacte de ses fonctions. Et que si l'intéressé à qui il est reproché des faits d'agression sur des mineurs qui soient extérieurs à l'éducation nationale, et que si l'intéressé, il est employé de l'éducation nationale, certes, mais qu'il est jardinier du rectorat, il n'est peut-être pas impossible de le maintenir à son poste de jardinier du rectorat où il n'a jamais de contact avec des enfants. Et il ne faut surtout pas que les appareils administratifs se renvoient le cas, chacun prenant le maximum de précautions pour ne pas être ennuyé, au détriment souvent de l'intéressé. Donc il est possible qu'un examen contradictoire puisse freiner une transmission, sauf les cas où elle est obligatoire, mais puisse freiner une transmission qui aurait pu nuire à la carrière de l'intéressé avant même toute déclaration de culpabilité. Enfin, examen contradictoire et débat contradictoire peut-être à l'occasion de la mesure de suspension, c'est-à-dire que l'intéressé ait un entretien avec l'autorité disciplinaire et qu'il puisse faire valoir le fait que finalement, même s'il fait l'objet de poursuites, qu'il proteste de son innocence, et bien que malgré tout, il n'a aucun contact dans son travail avec des victimes potentielles et qu'en conséquence, il n'est pas impossible de le maintenir dans son emploi.
Enfin, quatrième et dernière observation, c'est que tout ceci est aussi lié à la circonstance que la justice demande du temps pour faire son travail. Alors il y a le temps nécessaire à l'élaboration d'une décision qui est une décision sérieuse, raisonnée, sereine, prise avec un recul par rapport aux faits, et puis il y a le temps qui est lié à la circonstance que l'appareil pénal, police, justice, pénitentiaire, est aujourd'hui depuis 30 à 40 ans dans un grand état de souffrance parce qu'il manque considérablement de moyens. Non pas que les budgets n'aient pas augmenté, mais les budgets ont augmenté sans tenir compte de l'aggravation du travail, l'augmentation du travail que l'on demandait à cette chaîne pénale, police, justice, pénitentiaire, avec l'arrivée de réformes qui sont toutes bienvenues, prises indépendamment les unes des autres, l'avocat en garde à vue, la juridictionnalisation de l'application des peines, la création du juge de liberté, de la détention, quand en matière civile on créait le juge de l'exécution, et qu'on demandait aux juges pénaux, aux juges des libertés, de valider tous les internements psychiatriques et qu'on demandait aux juges civils de valider les placements sous tutelle tous les 5 ans. C'est donc dire qu'on fait des efforts, mais qu'on ne mesure pas toujours le personnel et les moyens nécessaires aux efforts qui apparaissent procédurialement et du point de vue de la défense des libertés nécessaires. Donc voilà la façon dont les choses ont été faites dans cette loi, qui nous a demandé beaucoup d'efforts, beaucoup de discussions, parce que l'émotion était grande et il fallait freiner l'emballement qui était lié à l'émotion. Ce qui m'oblige à dire qu'il faut essayer, certes, de répondre aux problèmes qui se posent, mais moins on répond à chaud, mieux c'est, et plus on a de distance par rapport aux faits, et plus on a du temps pour élaborer une législation qui est une législation satisfaisante. La meilleure possible, ou parfois, peut-on dire, celle qui concilie au mieux ses intérêts, la présomption d'innocence, la protection des gens que l'on poursuit, et en même temps la protection des victimes, sans sacraliser, sans déifier ni l'une ni l'autre. Voilà ce que je souhaitais vous dire. Je ne sais pas si ça vous a intéressé. Je n'ai qu'un mérite, c'est que j'ai tenu dans les temps. Il reste 3 minutes 12. Merci. Merci beaucoup. Vous avez été passionnants également. Et je crois que tous les deux, vous avez brillamment posé le cadre de cette deuxième table ronde. Donc je vais tout de suite appeler Maître Stéphane Duval, Maître Philippe Lemaire et François Jost. Merci de me rejoindre sur la scène. Pardon, effectivement, vous êtes magistrat. Il y a tellement d'avocats dans la salle que je finis. Absolument. Vous êtes magistrat, absolument, mais vous êtes quand même avocat général honoraire à la Cour de cassation. D'où ma confusion. Maître Stéphane Duval, vous êtes bien maître et vous êtes avocat conseil de l'ASL Rhône. Et puis nous accueillons donc également François Jost, qui est professeur émérite à la Sorbonne Nouvelle et spécialiste des médias. Claude Lelièvre nous a amené ce matin au cinéma. Avec vous, on va commencer par un peu de philosophie, François Jost. Oui, je pense que si on veut parler de présomption d'innocence, on pourrait se demander d'abord ce que c'est l'innocence. Et je renvoie ici à un philosophe essentiel, Vladimir Jankélévitch, qui a écrit un livre sur la méchanceté et l'innocence, et lui définit l'innocence, ce qu'il appelle citérieure, c'est-à-dire l'innocence avant une chute. La chute, il définit l'innocence comme quelque chose dont on n'est absolument pas conscient. C'est-à-dire que l'innocent est quelqu'un qui n'est pas conscient de son innocence. Avec la présomption d'innocence, on entre dans un autre domaine, qui est que la présomption d'innocence se situe justement par rapport à la preuve de l'innocence. Donc, la conception morale de l'innocence n'est pas la conception juridique. Et ce que je remarque aujourd'hui, ce que je voudrais mettre en avant, c'est qu'on est passé de la conception juridique très souvent à la conception morale. C'est-à-dire que, par exemple, si je prends un cas récent, qui est le cas de Nicolas Hulot,
Nicolas Hulot a été accusé, alors que les faits dont il était accusé étaient prescrits, il a été accusé d'avoir, je ne sais plus si c'était de violer ou d'abuser, enfin, une femme. Comment ça a été, comment s'est passé médiatiquement? Médiatiquement, on a eu la suppression d'une information qui était importante en l'occurrence, c'est que le procureur de la République du tribunal de grande instance de Saint-Malo avait dit qu'en l'occurrence, on ne pouvait pas, je cite, les deux protagonistes avaient une version contradictoire quant au consentement de la relation sexuelle. Cette information a été quasiment passée sous silence et on a voulu rendre de toute façon Nicolas Hulot coupable. Et cette accusation était liée au fait que la prescription, finalement, ne suffisait pas. On mettait en doute on ne mettait pas en doute qu'il est violé. Donc, on a une sorte de ce que Jean Kelevitch appelle un coupable innocent, c'est-à-dire que à la fois il y a présomption d'innocence, mais présomption de culpabilité aussi. Alors, ce qu'il faut voir aujourd'hui, ça s'accuse, cette conception-là, parce que dans les médias, ne pas communiquer est déjà louche. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne communiquerait pas sur une accusation, il est encore plus coupable. Donc ça retourne évidemment complètement ce qu'est la conception de la présomption d'innocence, car normalement l'innocent, la personne accusée n'a pas à prouver qu'elle est innocente, alors que dans la situation de communication médiatique qu'on connaît aujourd'hui, ne pas agir sur les accusations, c'est aggraver son cas. Pour rebondir, effectivement, on a bien noté que le secret d'instruction était mort, enterré, mais y a-t-il un moyen quand même de le ressusciter? Le secret d'instruction ? Oui. Le secret d'instruction, déjà, qu'est-ce que c'est et concerne qui? Le secret de l'instruction, c'est normalement l'interdiction de porter à la connaissance, pas forcément du public d'ailleurs, hein, c'est-à-dire de toute autre personne qui n'est pas un organe de la procédure, des informations qui en sont issues. Et on parle de secret de l'instruction, mais il faut comprendre qu'il concerne aussi l'enquête. L'enquête qui peut être une enquête préliminaire, l'enquête de flagrance, puis derrière la saisine d'un magistrat instructeur. Le secret de l'instruction concerne dans les textes ceux qui concourent à la procédure, c'est-à-dire les magistrats, les policiers, les greffiers, les avocats. J'ajoute que pour les avocats, c'est doublé par le secret professionnel au passage, hein, si vous voulez. Donc on a un double secret, si je puis dire, de manière un peu imagée. N'hésitez pas à rapprocher votre micro. Et j'ai peur de crier trop fort. Le secret de l'instruction, est-il mort aujourd'hui? Moi, ce que je constate, c'est que effectivement, si vous voulez, et y compris dans les textes, il y a une organisation, à destination du parquet d'ailleurs, d'un pouvoir de communication dans le cadre de l'infraction, nous dit le texte, sur des éléments qui ne mettent pas en cause l'issue du procès, si vous voulez, qui ne préjugent pas de la culpabilité ou pas de la personne poursuivie. J'ai envie de vous dire que lorsqu'on la pratique, et il m'est arrivé d'avoir à faire face à ça, bien sûr que si, que les éléments donnés, sinon il n'y a aucun intérêt de les communiquer, si vous voulez, mettent en cause, bien entendu, l'innocence présumée de la personne qui est poursuivie. Et j'ajoute qu'il n'y a pas de caractère bilatéral. Il n'y a pas de caractère bilatéral, c'est-à-dire que l'avocat, lui, ne peut pas faire cette communication-là. Alors on me dira, et on me répondra, c'est certain, mais le client de l'avocat, lui, n'est pas un organe de la procédure, aussi bien il peut communiquer. Oui, très bien, mais ça n'a quand même pas le même poids lorsque c'est, je dirais, un professionnel qui communique et qui peut rétablir. L'idée, c'est pas de faire une communication tout de suite, si vous voulez, c'est de rétablir ce qui a été dit sur une bilatéralité, en fait, l'exercice des droits de la défense, donc il ne faut jamais oublier qu'ils sont quand même le bras armé de la présomption d'innocence. Alors, le secret de l'instruction, il est mort, ça dépend. Ça veut dire que ça dépend, voilà. Et surtout, il est, je dirais, mort pour l'accusation, et je pense qu'il est vivace quand il s'agit de protéger la présomption d'innocence. Voilà ce que je pense de ce point-là.
Parce que Philippe Lemaire, le journaliste peut encore, enfin la loi prévoit que le journaliste encourt une peine s'il viole la présomption d'innocence. On voit bien que dans les faits, parfois, ils sont... Donc c'est peut-être une manière, si vous voulez, de protéger la présomption d'innocence, c'est-à-dire de peut-être sanctionner plus durement les journalistes. La présomption d'innocence, c'est un principe juridique qui est dans les plus grands textes nationaux et internationaux, et cela depuis la Déclaration des droits de l'homme de 1789, la Déclaration internationale des droits de l'homme de 1948, et c'est un principe de niveau constitutionnel qui figure également dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen et qui figure dans un article préliminaire du Code de procédure pénale. C'est une clé de voûte derrière laquelle s'organise tout le procès. Parce que là, en réalité, tous mes contradicteurs ont eu l'intelligence de ne parler que du début de l'enquête, mais il y a une présomption d'innocence parce que derrière les conséquences de la présomption d'innocence, c'est l'obligation pour un État d'avoir une justice qui organise ensuite un procès dans des délais raisonnables, de manière équitable, avec le respect des droits de la défense. C'est ça la clé. Et c'est pour ça qu'il faut maintenir cette clé de voûte, et tous mes contradicteurs seront d'accord avec ça. Alors après, bien évidemment, il y a des atténuations à cette présomption d'innocence. La première, c'est la possibilité de mettre en détention provisoire. Et l'excellente plaidoirie de mon grand contradicteur, le bâtonnier de la rue, en réalité ne porte pas, à mes yeux, sur le non-respect de la présomption d'innocence, mais sur l'utilisation abusive, notamment dans l'affaire dont on a parlé, de la détention provisoire. C'est vraiment ça l'une des clés. L'autre point, c'est bien évidemment le secret de l'instruction qui est non seulement censé protéger la présomption d'innocence, mais également de permettre à l'enquête et à l'instruction de se dérouler dans des conditions de sérénité qu'appelle toute œuvre de justice. Or, il y a effectivement là des contradictions. Il y a une première contradiction très importante entre ce droit de la présomption d'innocence, ce grand principe, et un autre grand principe qui est d'ailleurs issu des mêmes textes que l'on trouve au même niveau juridique, et c'est le droit de la presse. Et vous savez que ça a été le droit d'informer. Et ça, ces deux libertés juridiques qui sont contradictoires et pour lesquelles on essaie de trouver des équilibres. Et sur ce point-là, il est certain que le droit français organise d'une manière extrêmement stricte la liberté de la presse. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, les différents protagonistes vous l'ont bien dit, il n'y a pas eu de... C'est extrêmement difficile lorsque l'on prétend qu'il y a une violation de la présomption d'innocence d'en obtenir la sanction devant les juridictions. C'est tout à fait exact, mais c'est fort de ce principe-là. Et moi, j'appelle l'attention de l'Assemblée ici présente. Est-ce que vous préférez une protection absolue de la présomption d'innocence avec des sanctions qui sont réclamées par le bâtonnier de la rue qui s'est transformé en magnifique procureur à cette occasion-là, ou est-ce que vous préférez respecter cette grande liberté? Moi, je rappelle que dans les dictatures qui sont proches de nous, il n'y a pas de fait divers. Le fait divers n'existe pas, donc on ne peut même pas parler de violation de la présomption d'innocence. Le fait pour un enseignant d'être mis en cause, etc., n'apparaît pas. Par exemple, je vous rappelle que dans l'ex-Union soviétique, il n'y avait pas d'ivrogne. Il n'y avait pas de personne, c'était pas sanctionné. Donc faites bien attention à ce maintien des équilibres. Et enfin, je voudrais ajouter qu'effectivement, il y a des mécanismes qui organisent notamment ce secret de l'instruction. Le secret de l'instruction, il s'impose aux enquêteurs, aux magistrats, aux avocats, ça se discute, je le rappelle. Et à mon sens, ça ne s'impose pas, et moi je pense qu'il ne faut pas. Enfin, en tout cas, moi, je n'ai jamais reproché à un avocat de parler.
les procureurs l'utilisent, mais dans des conditions extrêmement précises. Et je vous rappelle que le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est la manière avec laquelle mon collègue François Molins a organisé la communication au cours de toutes les périodes des attentats. Et il l'a fait d'une manière qui, je crois, a été saluée par l'ensemble de la société, parce qu'il est important, à un moment donné, qu'il y ait une autorité qui est en charge de ces problèmes-là, de rappeler ce qui s'est passé. Je rappelle que la prudence nous commande en général d'être très factuel, de ne pas prononcer d'accusations contre des personnes, mais de dire ce qui s'est passé, de respecter un timing, etc. Voilà. Moi, je crois qu'on est dans un certain équilibre. Vous avez entendu M. Rimbourg, qui était président de la commission des lois de l'Assemblée nationale. On cherche cet équilibre. Moi, j'espère qu'on poursuit cette recherche d'un équilibre. Vous savez, au fond, c'est le principe de la démocratie. Parce qu'effectivement, la liberté de la presse est un principe fondamental dans notre pays, mais le problème, c'est que la presse s'est transformée en tribunal médiatique. Et cette dérive, François Jost, finalement, c'est peut-être l'affaire Grégory qui a constitué le tournant. Je ne sais pas, mais je pense que plus généralement, puisque je lisais sur Twitter que le professeur Jost nous livrera son analyse à l'heure du tout Internet et de l'évolution des médias, je sais ce que je dois faire. Donc, je dirais qu'on est dans une époque où le jugement en tant que tel est devenu extrêmement répandu. C'est-à-dire que, bon, on sait qu'en grec, krénein, c'est jugé et que c'est aussi condamné. C'est-à-dire qu'on glisse très très vite de l'un à l'autre. Aujourd'hui, depuis, disons, les années 2000, mais avec la télé-réalité et puis maintenant avec les émissions de coaching, etc., on fait sans arrêt appel aux citoyens pour juger n'importe quoi. Internet a augmenté ça, c'est-à-dire qu'on va dans un restaurant, on le juge, on est servi par un garagiste, on le juge, et le client lui-même est jugé, on est dans le jugement permanent. Donc c'est une des choses qui font que ça encourage les médias à aller passer outre de la présomption d'innocence, c'est-à-dire que le spectateur a besoin, a envie de juger. Et ça, c'est, à mon avis, c'est un des problèmes qui touche aussi, parce que on ne peut pas seulement accuser les médias. C'est-à-dire que les médias sont largement en faute quand ils n'utilisent pas le conditionnel ou autre chose, mais le spectateur, lui aussi, a balayé devant sa porte. Et il est absolument clair que dans notre société, il y a ce qu'un philosophe du XVIIIe siècle, Burke, appelait le delight, c'est-à-dire une sorte de plaisir, de contentement devant la tragédie. Pourquoi, quand on regarde une tragédie, on trouve ça agréable? Ça ne devrait pas, c'est tout à fait paradoxal. Et là, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que à quelqu'un qui est accusé, on a envie tout de suite qu'il soit condamné. Même dans les exemples récents, le bâtonnier de la rue disait tout à l'heure que les mots n'étaient pas une preuve, mais regardez comment l'accusation de Tapi par son associé, M. Fratani, ont été pris non pas comme une version des faits, mais comme la réalité. Ça a été partout présenté comme la réalité, jusqu'à ce qu'il y ait une lettre de réponse de Bernard Tapie. Donc il y a cette envie, cette pression, je dirais, du spectateur sur les médias, qui fait que si les médias n'avancent pas dans l'accusation, etc., on va dire, voilà, ils sont complices, alors, surtout aujourd'hui. Oui, les théories complotistes, voilà, n'arrangent rien surtout à aujourd'hui, notre sujet. où on va dire, bien sûr, bon, avec maintenant le fait que tous ces jugements, c'est pour ça que je peux pas revenir tout à fait à l'affaire Grégory, parce que tout a changé médiatiquement, si vous voulez. Aujourd'hui, le fait que Internet puisse diffuser n'importe quel jugement fait que très très vite, on a parfois des gens qui sont accusés, qu'on menace de mort. On a vu des exemples récents, et c'est très très dur à arrêter. Donc c'est, si vous voulez, cette envie du spectateur, cette pression sur les médias, et plus les réseaux sociaux, ça fait que la présomption d'innocence éclate complètement. Voilà, c'est vraiment maintenant, aujourd'hui, Stéphane Duval, la présomption de culpabilité qui existe dans les têtes.
Oui, Enfin, pas toutes les têtes quand même. non, mais je pense que cette oui, mais je pense que cette affirmation, enfin, cette question mérite vraiment d'être appliquée. Et là, je vais rejoindre ce que disait le bâtonnier de la rue tout à l'heure, où tout a été dit quasiment, où il appelait finalement, si j'ai bien compris, à une réponse pénale à au non-respect de la présomption d'innocence. Et je le dis, mais c'est peut-être polémique, je crois qu'il a profondément raison. Et je vais vous prendre un exemple de ce qui s'est passé tout à l'heure sur l'atelier d'avant. Voilà une intervenante de qualité extraordinaire, bien sûr, mais qui me parle d'auteur présumé. Et c'est vrai que auteur présumé, on l'entend, on le lit, on le voit à la télé. Et on a l'impression que le disant respecte la présomption d'innocence. Mais le disant, qu'est-ce qu'on dit? En fait, on présume la culpabilité. Si je suis auteur présumé, c'est qu'on présume que je suis auteur. Ah, je suis désolé, c'est dans la tête même que ça se passe. C'est-à-dire que je ne suis pas auteur présumé, je suis innocent présumé. Mais alors par quoi faut-il remplacer auteur? Mais il n'est pas auteur. Je veux dire, l'auteur, c'est celui qui a été condamné pour avoir commis une infraction. Donc, à ce stade-là, la personne mise en cause, si vous voulez. Oui, mais pourquoi la dérive? Et je crois que vous avez raison, et dans les têtes. Je parlerai quand même un peu aussi du cas précisément des enseignants. Et ça a été évoqué, beaucoup de choses ont été dites. Mais regardez par exemple comment sont rédigées les missions des experts psychologues, psychiatres. Vous avez notamment une ligne à la fin. Pensez-vous qu'il y a un risque de réitération de l'infraction? Pensez-vous qu'il y a un risque de réitération de l'infraction? On est à l'instruction. Voilà. C'est-à-dire non seulement je postule que l'infraction a été commise, mais qu'en plus, qui peut la refaire? Ben, je suis désolé, mais à chaque fois, moi, je m'insurge contre cela et je prêche dans le désert. Ça ne fonctionne pas. Et là, il y a dans la tête du rédacteur quelque chose qui ne va pas. PV de police. PV de police, à longueur de page, vous avez des victimes. Lors de l'audition. PV d'audition de la victime. En pendant de la victime, qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut un coupable. Sinon, ce n'est pas une victime. En conséquence de quoi? C'est dans la tête même de ceux qui sont aux manettes, si je puis dire trivialement, que ça se passe. Et pourquoi pour les enseignants, c'est difficile? Parce qu'il faut penser la synergie des textes. Monsieur l'avocat général disait, attendez, la présomption d'innocence, vous êtes très malin, vous me le dites au début du procès, et vous n'en parlez pas après. Oui, à ce détail près, que c'est là que ça se joue. Pourquoi? Les fonctionnaires, on en a parlé, de l'éducation nationale, font très souvent l'objet d'une suspension dite administrative, que l'on dit conservatoire. Et on s'empresse de dire, en public, parce que ce n'est pas ce qui se passe dans les administrations, hein, attention, cela ne préjuge pas de la faute commise. Sauf que, il faut être rigoureux jusqu'au bout. Ce texte, désolé de faire un peu de technique, c'est l'article 30 du statut général des fonctionnaires. C'est quoi les premiers mots de l'article 30? En cas de faute grave. En cas de faute grave, le fonctionnaire, etc., est suspendu. Or, à ce moment-là, le fonctionnaire, c'est-à-dire l'enseignant, il faut voir comment c'est violent pour un enseignant, c'est-à-dire qu'il est convoqué par son chef d'établissement pour lui dire, bah voilà, vous prenez vos affaires, vous êtes suspendu. Il ne sait pas ce qui s'est passé, il n'a pas pu s'exprimer sur ce qui s'est passé, il n'a pas accès à ce moment-là aux documents. Or, et ça a été exposé, cet élément-là, il va où? Naturellement, il suit la voie hiérarchique de l'administration. Mais avec ces fameuses circulaires, notamment de 2015, qui créent les réseaux justice au rectorat, éducation nationale au parquet, eh bien, ce sont ces éléments-là, et notamment l'arrêté du rectorat, du recteur, qui va se trouver dans le dossier, avec le dossier où on a un fonctionnaire déjà suspendu en cas de faute grave. Et donc, vous avez des enquêteurs qui ne connaissent pas ces rouages-là, qui arrivent avec un dossier et qui vont aller auditionner un fonctionnaire qui, encore une fois, n'a même pas accès à ce dossier. Il ne sait même pas, à la limite, presque ce qu'on lui reproche à ce moment-là, parce qu'il n'y a pas de contradictoire. Eh bien, il va arriver et il va falloir déjà qu'il réponde à des questions en face d'un enquêteur qui a en tête qu'il a commis une faute grave, alors que personne n'a jugé ce qui s'est passé. Et ça, je suis désolé de le dire, la pratique est celle-ci, ça détermine l'enquête, ça détermine l'ensemble de la procédure derrière. Je ne dis pas que c'est une condamnation nécessaire, fort heureusement, les magistrats prennent de la hauteur. Mais enfin bon, vous vous retrouvez dans une situation compliquée, et surtout, les enseignants vivent une situation extrêmement complexe. Et oui, je l'affirme, c'est un retournement dans les têtes de la présomption d'innocence à une présomption de culpabilité. Il faut penser encore une fois à la synergie des textes et des actions dans cette affaire-là.
Donc au-delà de revoir le lexique, n'est-ce pas? Mais le lexique, c'est quoi? Le lexique, c'est ni plus ni moins que la traduction de ce que vous pensez. Oui, bien sûr, oui. Voilà. Le problème est dans les têtes. Non, mais parce que justement, du coup, le chantier est extrêmement Ah oui. vaste. Et c'est pour ça que je rejoins la proposition du bâtonnier de la rue. Il faut en faire un délit pénal, mais bien Oui. sûr. Oui. Mais bien sûr. Alors, comment mieux assurer, Philippe Lemaire, la présomption d'innocence alors du personnel de l'éducation nationale, puisque voilà, on est venu C'est d'ailleurs spécifiquement. c'est une question qui se pose d'ailleurs pour tous les fonctionnaires, hein, ceux qui Oui. sont confrontés. Hein. Cette question de la double voie, la voie disciplinaire et la voie judiciaire. J'ai été directeur du personnel au sein du ministère de la Justice, donc je connais cette problématique et cette suspension que l'on dit protectrice des droits du fonctionnaire, ce qui m'a toujours, moi, un petit peu perturbé, même comme directeur du personnel, vous voyez. Je voudrais revenir très brièvement. La présomption d'innocence, c'est un principe cardinal et il faut le maintenir. Et il n'y a pas, dans les textes, heureusement, de présomption de culpabilité. Il y a tout ce qu'on vous décrit, il y a des pratiques. Il y a une lexicologie, bien évidemment, qui font penser qu'il y a une culpabilité préalable, mais heureusement, ce n'est pas dans les textes. Comment mieux la protéger? C'est une question d'équilibre avec le droit d'informer. Moi, je suis partisan, notamment à un certain nombre de stades de l'enquête, d'avoir des débats contradictoires devant une juridiction. C'est un vieux débat que nous avons sur la procédure, car ça permet de l'ouverture de fenêtres qui permettent d'exposer dans un monde médiatique qui va très vite les faits tels qu'ils sont et les positions des uns et des autres. Vous savez, c'est le seul avantage que l'on a, que je vois moi, parce qu'elle a d'autres inconvénients, de la procédure acquisitoire. Pourquoi dans la procédure acquisitoire, on n'a pas ces mêmes... C'est la procédure des anglo-saxons, pour faire simple. Pourquoi on n'a pas ces mêmes interrogations sur la présomption d'innocence? C'est qu'en réalité, dans la procédure accusatoire, très rapidement, il y a des positionnements pris par les parties sur la suite du procès. Nous sommes encore issus d'une école dite de la procédure inquisitoire où on apporte une enquête qui peut durer plusieurs années à un juge, et c'est seulement à partir de ce moment-là qu'il y a la position contradictoire qui est connue. Donc ça ouvre avec la médiatisation d'aujourd'hui, ça ouvre tous les inconvénients que l'on connaît, notamment le tribunal, ce qu'on appelle le tribunal médiatique. Donc moi, personnellement, je suis pour une ouverture de cette procédure dans des règles qui permettraient, moi je pense, de donner plus rapidement la parole aux uns et aux autres d'une manière équilibrée et avec la présence de l'avocat. J'ajoute également, mais il faudra que ça appartiendra aux avocats. Je rappelle que ceux qui ont massivement utilisé, je le dis très tranquillement, ceux qui massivement utilisent ce porte-parole médiatique, c'est justement les avocats dans leur stratégie de défense quand ils estiment que la pression médiatique est défavorable à leurs clients et réutilisent pour rééquilibrer la vérité cette possibilité médiatique. Donc je pense qu'il faut l'organiser, voilà, d'une manière contradictoire. Il ne faut pas se fermer les yeux. Nous allons vivre avec Internet. On ne va pas l'abandonner. Donc, et à mon sens, ce n'est pas en légiférant, pardonnez-moi, qu'on y arrivera. Là-dessus, ça sera bien trop compliqué. Non, je pense que l'un des problèmes fondamentaux, c'est la différence de temps, du temps judiciaire et du temps médiatique. C'est-à-dire que le spectateur attend quelque chose qui avance très très vite, qui se résolve très très vite. Et je pense que il y a à avoir un petit peu plus de pédagogie et expliquer un peu mieux parfois ce que c'est que la justice. C'est ce qui manque très très souvent, je pense, aux téléspectateurs. Donc du coup, la clé, c'est vraiment de pouvoir renforcer les droits de la défense en matière pénale. Oui, c'est-à-dire qu'il ne faut pas perdre de vue que la présomption d'innocence est un principe qui, pour être cardinal, est constamment en péril.
il est mis en péril par les pratiques. Mais pas que, je dirais, pas forcément judiciaires. Comme je disais tout à l'heure, les pratiques administratives. Il faut mesurer dans des affaires, je dirais, parfois sensibles et souvent de mœurs en réalité, mettant un enseignant, où un enseignant est mis en cause. Il faut mesurer la solitude du fonctionnaire. Il faut mesurer le poids d'abandon de son administration, alors qu'à ce moment-là, on n'en sait rien. Il faut savoir que la suspension dite conservatoire, c'est 4 mois. Et après les 4 mois, normalement, il y a un traitement conservé. Après les 4 mois, il est censé y avoir une réintégration s'il n'y a par ailleurs pas de poursuite pénale incompatible, c'est-à-dire un contrôle judiciaire avec une interdiction en fait, d'exercer. Mais il n'y a pas de texte qui oblige, dans le même temps et sous sanction efficace, l'administration à réunir un conseil disciplinaire. Et d'ailleurs, au passage, c'est fort heureux dans ces cas-là, puisque ça permet d'avoir plus d'éléments et non pas un conseil disciplinaire qui se prononce à l'aveugle. Bon. Ceci étant dit, le fonctionnaire, il est toujours tout seul, et les 4 mois après, il n'est pas réintégré. Et c'est son traitement, sa rémunération, chez quelqu'un qui est présumé innocent. Alors ça peut paraître trivial de parler d'argent à ce moment-là, mais c'est enfin la traduction de la privation de revenus pour quelqu'un derrière une famille qui n'a pas été jugé et qui est innocent à ce moment-là. On ne m'a pas dit le contraire, je suis innocent, mais innocent, je n'ai pas de salaire parce que j'ai été suspendu. Donc il y a tout ça vraiment à mesurer. Et les droits de la défense, ils sont à tous les stades. Ils sont au stade de l'enquête pénale, où on appelle une bilatérisation. Alors, pour les enseignants, pourquoi c'est... On peut peut-être, c'est audacieux, mais on peut peut-être penser une sorte de droit spécial, si vous voulez, de la fonction publique. Pourquoi ? Parce que ces enseignants-là sont chargés d'une mission de service public. Et c'est dans le cadre de cette mission de service public, c'est-à-dire qu'ils servent l'intérêt général. C'est parce qu'ils servent dans ce cadre-là l'intérêt général qu'ils sont recherchés. Eh bien, il y a peut-être une protection spécifique à penser pour eux dans ce cadre-là. Peut-être sur l'accès au dossier, peut-être sur une meilleure protection face à l'administration incontradictoire et même devant les enquêteurs. Voilà ce que je pense. Et les droits de la défense, puisqu'il faut voir, je dirais, la charge qu'ils ont, la solitude qu'ils ont, eh bien, doivent s'exercer encore peut-être plus fort pour eux que pour d'autres. Je pense que c'est un moyen, effectivement, de renforcer la présomption d'innocence pour eux, tout à fait. Philippe Lemaire, une réaction, peut-être un message à faire passer avant que nous puissions échanger avec la salle. Nous avons également des questions envoyées par les internautes qui nous suivent en direct. Moi, je n'ai pas de message. D'ailleurs, j'aurais quelle légitimité pour faire ça? Moi, je voudrais dire simplement que je suis un enfant de l'école publique, laïque et obligatoire, et que j'ai un souvenir absolument ému de mes professeurs. Et donc, chaque fois que j'ai eu à traiter comme procureur des problèmes liés à des enseignants, j'ai essayé de faire le maximum attention. Et je voudrais dire, c'est ce qu'on essaie de faire. Mais faites attention. M. Rimbaud a dit quelque chose de très important. Ne légiférons pas trop sous le couvert de l'émotion, réfléchissons bien aux équilibres qui sont ceux d'une grande démocratie, entre un principe cardinal, la présomption d'innocence, le respect des droits de la défense, le droit à un procès équitable et raisonné. Il faut trouver une voie médiane et équilibrée, et une voie dans laquelle chacun puisse avoir une parole entendue, ce qui implique de savoir utiliser les médias modernes. Et un peu plus de décloisonnement quand même aussi à vous écouter. Oui, bien, à des décloisonnements, on a fait beaucoup d'efforts. Moi, j'ai signé un nombre de conventions incalculables avec tous les recteurs que j'ai rencontrés au cours de ma carrière. J'ai beaucoup assisté, fait participer à des tables rondes avec des proviseurs, des principaux de collège, etc. Il y a beaucoup de choses à faire. Oui, il faut qu'on continue à s'apprivoiser. Moi, je crois que ça, alors là, c'est, en tout cas pour des gens comme moi, j'étais tout à fait apprivoisé avec mon école publique et laïque. Il n'y avait pas de difficulté. Y a-t-il des questions ou réactions dans la salle ? Je cherche les hôtesses et le micro, au cas où. En attendant, il y a une question donc envoyée par une internaute. Qu'en est-il de la garde à vue des enseignants mis en cause pour violence ou agression sexuelle, garde à vue apparemment de plus en plus nombreuse et pourtant supprimée depuis l'arrêt de la Cour de cassation du 24 avril 2011 ?
Alors, je ne crois pas que la garde à vue des enseignants ait été supprimée par la Cour Oui, de cassation, moi non alors je suis passé plus, complètement à mais je côté. préférais avoir la confirmation. Et j'ai envie de dire que, hélas, je les assiste, puisque la garde à vue, c'est donc une mesure privative de liberté, effectivement, prise pour les besoins de l'enquête par les enquêteurs. Et depuis 2011, en revanche, mais ça c'est l'œuvre du Conseil constitutionnel, l'avocat peut assister son client dès le début de la garde à vue, ce qui est une avancée majeure. Mais cette avancée majeure est contrebalancée par quelque chose, comment dire, une pusillanimité du législateur. Et comme je le disais tout à l'heure, autant je comprends à la limite qu'on ne puisse pas en faire du droit pénal, de procédure pénale générale, autant pour les enseignants recherchés dans le cadre de leur mission de service public. On pourrait voir les choses différemment, parce que c'est la confrontation des intérêts généraux qui se trouve en jeu en réalité quand on parlait d'équilibre tout à l'heure. On n'a pas accès au dossier. On n'a pas accès au dossier. On est entendu en ayant eu communication du PV de saisine, du procès-verbal de saisine, et du procès-verbal de notification des droits. Donc je connais la nature de la qualification, je ne connais pas les faits précis qui me sont reprochés. Mais j'assiste et j'épaule autant que je peux, dans ce cadre-là, bien entendu, l'enseignant, et c'est fondamental. Mais des préconisations de base, relire sa déposition, ne pas hésiter à dire à l'enquêteur, je suis navré, il ne me semble pas que ce soit le sens de ma déclaration. Pourquoi ? Parce qu'un PV d'audition, et notamment en garde à vue, c'est une pièce maîtresse du procès, et on vous la sort au procès, on vous la sort à l'instruction. Donc vraiment, effectivement, eh bien, ne pas hésiter, j'irais déjà appeler, c'est un peu militant là, mais appeler son autonome, et avec l'avocat conseil de l'autonome, être assisté, c'est fondamental. L'audition de garde à vue est fondamentale, et il faut être assisté de son conseil. Mais pourquoi oui. On n'a pas supprimé la garde à vue en avril, on a simplement autorisé, c'est une avancée fondamentale, l'avocat est présent dès le début de la garde à vue. Mais effectivement, je reviens sur ce qui, quand vous le dites, paraît absolument évident, pouvoir accéder au dossier. Et pourquoi ce n'est pas le cas ? Qu'est-ce qui bloque ? Le législateur français n'est pas allé jusque-là. Voilà ce qui bloque. Alors après, il y a des intérêts qui se comprennent. Je dirais, vous faites des gardes à vue pour certains. Si on est en général, par exemple, si vous avez accès au dossier dans certains problèmes de criminalité organisée, etc., vous allez, je dirais, contrevenir, parce que le mis en cause va y avoir accès aux nécessités de l'enquête, c'est certain. Mais enfin bon, c'est plutôt de la législation spécifique. De manière générale, la question c'est pourquoi on ne le fait pas de manière générale? Pourquoi on ne le pose pas par principe? Surtout, mais je reviens dessus, vous allez dire, mais il est entêté, mais c'est vrai. Pourquoi pas pour les fonctionnaires chargés d'une mission de service public, dont sont les enseignants, puisqu'aussi bien c'est dans ce cadre-là. La réponse, je ne peux pas vous la donner parce que moi, je ne le comprends pas. Est-ce que c'est un problème de psychologie? Est-ce que c'est un problème de mentalité? Est-ce que c'est parce que depuis fort longtemps, c'est la procédure inquisitoire qui est dans les têtes plutôt que la procédure accusatoire? Ça paraît le b.a.-ba, surtout quand on est abreuvé, je dirais, de séries américaines, etc. Mais ce n'est pas le cas en France. Ce n'est pas le cas en France. Et c'est bien pourquoi c'est bien compliqué de répliquer dans les journaux ou au procureur lorsqu'il fait une communication sur les éléments contenus dans le dossier qu'on n'a pas vus. Y a-t-il... Oui, je vois une question dans la salle. L'hôtesse arrive avec le micro. C'est un complément à ce que vient de nous donner notre avocat conseil. On a eu une situation à gérer dans notre département, dans l'Aisne, d'une enseignante qui avait été accusée à tort, puisque l'élève ensuite s'est rétracté, d'avoir giflé cet élève. Et donc, bien entendu, la mère a porté plainte sans même aller voir, alors sur le conseil du chef d'établissement, je précise, sans même aller voir l'enseignante concernée. La plainte est montée au procureur. Il y a eu une convocation au commissariat de police. L'enseignante s'y est rendue, en toute honnêteté, puisque pour elle, elle n'avait rien fait de mal. Elle a été traitée comme une vulgaire délinquante, c'est-à-dire qu'on a pris des photos de face, de profil, relevées d'empreintes digitales, de prises ADN, et ensuite il y a une enquête qui a duré pendant plusieurs mois. C'est là où je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure, la solitude pendant ces mois qui est pesante. Donc il y a eu aussi l'enquête administrative qui l'a vraiment détruite. C'était une enseignante, professeure de gym, qui était investie, qui était professeure principale, investie dans l'UNSS. Depuis, bien sûr, elle a été rétablie. Elle n'avait pas été suspendue. Mais
on a eu un mal fou à pouvoir faire enlever de son casier judiciaire, puisqu'elle avait, on avait fait les prélèvements, donc il y avait un casier judiciaire qui était en cours. On a eu un mal fou à pouvoir faire retirer de façon à ce que son casier judiciaire redevienne vierge. Ce que je peux rajouter également, c'est que depuis, elle est détruite. Elle est détruite, c'est-à-dire qu'elle a cessé toutes ses fonctions, elle n'est plus du tout investie. Et elle n'attend qu'une chose, elle n'espère qu'une chose, puisqu'elle a 37 ans d'enseignement derrière elle, c'est de prendre sa retraite. Voilà. Donc moi, ce que je voudrais aussi proposer, c'est que lorsqu'il n'y a pas de garde à vue, mais simplement une convocation à la gendarmerie ou la police, c'est aussi de pouvoir être accompagné par un avocat. Parce que là, dans ce cas de figure, ça a été vraiment quelque chose de terrible pour elle à vivre. Une réaction? Oui. Oui, le chef d'établissement est resté aussi dans le même établissement. Alors que normalement, si elle a été entendue, elle est placée en garde à vue et là, elle a le droit à un avocat. Voilà. Parce que ça, écoutez, excusez-moi, mais... En fait, si je peux me permettre, effectivement, c'est une pratique répandue. Simplement, vous pouvez vous faire assister d'un avocat. Le seul, quand vous êtes mis en cause, auditionné même librement, l'accès à l'avocat est permis. Quand vous êtes victime et vous êtes auditionné, l'accès est permis à l'avocat. Le seul moment où ça n'est pas le cas, c'est lorsque vous êtes entendu en qualité de témoin. Là, vous n'avez pas, à ce stade-là, d'assistance à l'avocat. 2 points, si vous le permettez. Premier, c'est que si on en est resté là, il n'y a pas de casier judiciaire. Le casier judiciaire, c'est la mémoire des condamnations judiciaires. Une audition n'est pas un casier judiciaire. Je pense que vous faites référence probablement au fichier. Oui, voilà, fichier de police. Voilà, qui effectivement, c'est un combat, mais sous le contrôle du procureur de la République pour sa tenue. Autre élément, mais c'est un sujet extrêmement vaste, c'est quelle est la protection et quel est le comportement de l'administration en soutien à son fonctionnaire injustement recherché. Ça s'appelle la protection fonctionnelle. Et c'est là-dessus, en soi, c'est le sujet d'un colloque, si vous voulez. Et on aurait beaucoup à dire. Mais ça doit passer par là. Ça doit passer par une demande. Et d'ailleurs, c'est prévu par le statut général des fonctionnaires, de mémoire, c'est l'article 11, qui prévoit que sous certaines qualifications, des diffamations, d'injures, agressions, etc., violences, l'administration doit sa protection. Et dans ce cadre-là, il n'est peut-être pas inutile d'aller tenter une protection fonctionnelle qui, au moins, même si elle demeure symbolique, marquera le soutien de l'administration à son fonctionnaire, ce qui est de grand intérêt. Oui, si vous me permettez, je reviens sur la question du fichier, parce que ça, c'est quelque chose qui nous touche, nous, beaucoup, puisque c'est les procureurs qui sont chargés de la surveillance de ces fichiers. Je rappelle, parce que l'information, elle peine à pénétrer l'ensemble de la société, pas seulement d'ailleurs le milieu des enseignants. Si vous êtes mis en cause à un moment donné, ne serait-ce que par la plainte de votre voisin, que vous êtes entendu dans une procédure par les services de police ou de gendarmerie, et qu'ensuite cette procédure est classée sans suite, vous avez le droit de demander, normalement nous devons le faire automatiquement, mais il vaut mieux vérifier, vous avez le droit de demander au procureur de la République l'effacement de cette inscription sur ces fichiers de police. Et nous, je vais vous dire, nous le faisons. Moi, j'avais même mis en place dans mon service ce que j'ai appelé une procédure qualité pour essayer de respecter au mieux les textes. C'est une question de liberté qui est très importante. Très importante, et il faut le faire connaître. C'est ce que nous avons fait. Simplement, nous n'avons pas eu de réponse. Elle attendait aussi d'avoir une réponse écrite en disant... Dans ce cas-là, il faut téléphoner au procureur général. Merci pour votre intervention. On a le temps pour une toute dernière question, s'il y en a. Voilà, madame. Donc, au bas de... Non, c'est orchestre, pardon. À l'orchestre, mademoiselle, à l'orchestre, avant-dernier rang. Ah, ben j'avais vu madame d'abord. Bon. Alors, très rapidement. Très rapidement, dans 4 minutes, nous faisons la pause déjeuner. Oui, mais ça va être très rapide. Voilà, simplement, je suis René Ollier, je suis président de l'Autonome de Solidarité du Tarn-et-Garonne. J'écoute avec beaucoup d'attention et d'intérêt tout ce qui se dit, parce que nous vivons, nous, dans notre département, une situation un petit peu paradoxale. Et la question que je veux vous poser là aujourd'hui, c'est celle de la crédibilité de la parole de l'enfant quand l'adulte
porte le témoignage de cette parole. Autrement dit, un enfant dit que la maîtresse est méchante au niveau d'une école maternelle. De par son comportement un petit peu autoritaire vis-à-vis du personnel communal, cette personne, effectivement, donne l'impression de disqualifier dans leurs compétences ces personnels ANSEM. La responsable communale des services municipaux chargés de ces personnes-là écrit en disant que l'institutrice est méchante. Aussitôt, le DAZEN se saisit de cette affaire. Je suis informé de cette affaire. Je vois monsieur le DAZEN et je dis, monsieur le directeur académique, est-ce que nous pourrions penser que pour cette enseignante, la présomption d'innocence sera reconnue? Oh, que non, monsieur Ollier. Oh là là, mais non. Les faits sont avérés. J'ai un courrier de la mairie. Alors, je lui dis, mais monsieur le DAZEN, moi je veux bien. Mais il y a aussi 2 plaintes de parents, notamment des parents de cette petite Léa, qui effectivement ont porté plainte contre Madame P. Et pour l'instant, il n'y a pas de suite. Donc au niveau administratif, vous prenez tout de suite une initiative, sans contrepartie, alors qu'avec notre avocat, on pose la condition du principe d'innocence. Et là, vous me dites, non, 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 non je ne veux pas vous recevoir, ce n'est pas la peine. Bon. Très bien. C'est une illustration de ce que disait Maître Duval. J'ai demandé simplement à monsieur le DAZEN si au moins on pouvait demander la protection juridique du fonctionnaire. On verra bien si on nous l'accorde ou pas. Oh, nous verrons, nous verrons. En tout cas, toujours est-il que la commission disciplinaire se réunit. Nous essayons de plaider, nous, avec l'autonome, cette présomption d'innocence à établir dès le départ, la reconnaissance de non-culpabilité. On est balayé, au niveau, on nous rejette d'ailleurs de la commission disciplinaire. La collègue est sanctionnée quand même de 12 mois de suspension avec 9 mois de sursis. Pendant ce temps, l'enquête au niveau juridique pénal prospère. Ça fait 2 ans que ça traîne là, ça fait 2 ans et 15 jours. Elle n'a jamais été entendue par la justice. Traitement administratif conséquent et rapide. Deuxième traitement au niveau du pénal, en attente, ça fait plus de 2 ans. Entre guillemets, voilà. Double peine. C'est l'illustration de, effectivement. Oui, merci pour votre témoignage. Et d'une autre difficulté, mais qu'on n'a pas abordée parce qu'on ne veut pas tout aborder, c'est du découplage oui. du pénal et du disciplinaire. Oui. Et ça produit, pour ce qui nous concerne les enseignants, des difficultés, et notamment, vous parliez de droit de la défense, sur ce qu'il y a exactement dans le dossier, sur les éléments qui sont contenus dans le dossier et qui pourraient éclairer la commission disciplinaire, mais qu'on ne peut pas leur transmettre. Et ça, c'est très, très difficile. Et vous avez raison, c'est un angle mort terrible, terrible. Merci beaucoup pour votre participation. Nous allons marquer une pause.